Salut tout le monde. Je pense que j'ai bien fait les choses, je crois que j'ai bien enlevé le micro, tout va bien, vous m'entendez? Salut à tous, je sors de la douche quasiment, donc j'ai les cheveux mouillés puisque c'est mon... Voilà, c'était ma matinée de shampoing. Vous avez vu, je me suis même un peu maquillée pour vos publics. Quelle heure est-il? Merci à vous. Il est 9h59, je suis bien à l'heure. J'ai mon verre d'eau, j'ai mes petites notes, enfin mes notes. C'est parce qu'on va parler de jardin aujourd'hui. Hop. J'essaye d'arranger bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la pub va se lancer dans 51 minutes et 49 secondes. Donc voilà. Ok, donc salut tout le monde. Je n'ai pas refait le tour de qui était par là, mais enfin je vois qu'on est déjà plusieurs. Donc bonjour à tout le monde. On se retrouve ce matin pour un live jardin. Voilà, comme on n'avait pas fait depuis très très longtemps. Quand on a commencé les lives dans cette maison, je me souviens que on faisait des lives jardin. Je faisais des lives jardin avec vous quasiment tous les 15 jours, non? Ouais, c'était ça. Hein. C'était presque tous les 15 jours. Et là, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Et salut, donc bienvenue à toi, Fanny. Apparemment, tu avais perdu tes mots de passe ou je sais pas, tu ne retrouvais plus ton compte Twitch. Ben écoute, bon retour parmi nous. Et aujourd'hui, on va parler des plantes. On va parler des plantes du moment. On va parler surtout de la saison qui vient de se passer, la saison d'été, puisque la saison d'automne n'est pas encore commencée et la saison d'hiver non plus. Donc on va parler de la saison d'été. Cette année qui a été très particulière parce que on a tous subi une très forte sécheresse couplée à des périodes de canicule, donc c'était quand même assez violent. J'ai des petites questions avec ma petite trame ici sur le côté. Babou m'a tout bien installé, donc on va parler de toutes ces choses-là étape par étape. Salut Morgane. Donc on va parler... salut Matitude. Bon, et si je commence à dire bonjour à quelqu'un, il faut que je dise bonjour à tout le monde, donc on va faire le tour. Hein. Salut Marine. Salut Charlot. Salut tout le monde. Et salut tout le monde. Et coucou Lucie, Laura, Roland, Rita. Salut à tous. Enfin, tout le monde n'est pas dans le chat, hein, mais en tout cas, salut à tous, même ceux qui sont discrets de l'autre côté. Et bonjour Choupi et Shell. Salut à tous. J'ai trop arrosé la plante verte, c'est en train de déborder. Laquelle? Celle qui est là-bas? Ouais, ah non, ici. Ouais. Non, mais en fait, j'ai un gros souci, c'est que on a des plantes vertes dans le jardin, dans la maison. On en a 2 variétés et je les ai divisées, donc on a des pots un petit peu partout dans la maison. On les arrose de façon tellement rare que le terreau est tout sec. Ce qui fait que quand on met de l'eau dedans, c'est tellement sec que ça passe au travers et tout coule. Le terreau n'absorbe même plus. D'ailleurs, j'en ai un, le pot, genre le pot est comme ça et en fait le terreau il arrive ici maintenant. Il y a un petit fond de terreau dans le fond du pot et il faudrait vraiment que je la rempote, que je prenne un pot plus grand. Mais bon, c'est quand même assez fastidieux parce que la plante elle est en hauteur, on peut pas l'enlever parce qu'elle est accrochée à la tringle. Enfin, voilà. Les plantes d'intérieur, j'adore ça, mais j'avoue que on a un petit peu de mal à s'en occuper de la bonne manière. Bon, ça viendra. Hein. Même celle que vous voyez là, attendez, ici, là, il y a une petite plante verte là. C'est celle qui est sur mon bureau. Et même celle-là qui est devant moi tous les jours, je ne l'arrose pas forcément. En fait, je l'arrose quand je vois qu'elle commence à être comme ça. Mais ouais, c'est ça, Marie. En fait, il y a des plantes qui ont une telle résistance. Ça fait plaisir. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les plantes que j'ai le plus... Salut Lilou, salut Mouglinette. C'est les plantes que j'ai ici, ce sont des pothos. Et les pothos, c'est quand même des plantes qui sont reconnues pour aimer et supporter l'extrême humidité. D'ailleurs, à Terra Botanica, il y a une attraction, entre guillemets. Il y a une serre, on appelle ça la serre, ils appellent ça la serre des extrêmes, où tu vois des plantes qui supportent... le plein d'eau, il y en a c'est la chaleur, il y en a c'est le froid, il y en a c'est quoi d'autre? Le chaud, le froid, l'humidité. Et c'est quoi l'autre? Je sais plus. La rosée. La rosée, ouais. Non, c'est pas l'humidité? Il y a les orchidées, les pothos.
Bah ouais, bah je sais pas. Ou alors il y a que 3 trucs? Je sais pas. Bref, en tout cas, je sais que les potos, c'est vraiment dans l'endroit où l'eau coule presque, il y a de l'humidité dans l'air et il y a il y a de l'eau en fait partout. C'est un endroit qui est quand même très humide, ce qui montre que les potos se plaisent dans des endroits où il y a de l'eau. Chez nous, les potos se plaisent vraiment dans la maison. Alors peut-être qu'on a un taux d'humidité qui est important, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ne les arrose pas et elles vont très bien. Donc, écoutez, voilà, c'est que ça fonctionne quand même. Donc du coup, oui, ces plantes qu'on laisse un petit peu, voilà, se livrer à elles-mêmes et ça fonctionne. Peut-être qu'elles sont en train de petit à petit se transformer, muter et devenir des cactus. Je ne sais pas. Peut-être que d'ici quelques années, elles vont avoir des épines qui vont pousser. On verra. Mais en tout cas, elles se portent bien. Donc, on va continuer comme ça à les arroser assez peu. Et dehors, par contre, ça n'a pas du tout été pareil. Merci, Milly, pour ton 10e mois d'abonnement. Merci à toi. Oui, bah c'est normal, le son est ici et tu es là-bas. Je vous annonce tout de suite qu'il va falloir que vous surveilliez avec moi l'heure pour que je parte pas dans des grands discours à partir de 11h15, puisqu'à partir de 11h15, il faudra quand même me dire, attention, le live touche à sa fin, parce que à 11h25, dernier cara, je clôture ce live puisque je vais commencer à travailler. Voilà, donc ce serait bête que la maman sonne et que je sois en pleine conversation. Voilà, donc vous me rappellerez si jamais je n'ai pas vu l'heure passer. Parce que c'est vrai que quand je commence à parler de jardin, j'ai tendance à devenir très pipelette. Bon, bah Charlou, c'est comme moi, hein. Une plante qui survit et qui s'accroche malgré le manque de soins. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, mais quand on habitait à Perpignan, on avait une plante qui poussait depuis le haut de la cuisine et en fait, elle était accrochée au mur. Et c'était une plante, souvent on me demandait est-ce que c'est des vraies fleurs qui sont dessus, parce que j'avais accroché une petite guirlande de fausses roses dessus. Et donc ça faisait quand même assez joli. Et en fait, cette plante-là, on ne s'en occupait pas. Et quand on a déménagé, en fait, on l'a oubliée. On l'a oubliée et je me souviens que quand Babou, il était redescendu sur Perpignan, il avait récupéré la plante et il l'avait laissée chez une copine pour qu'elle s'en occupe le temps qu'il la récupère. Et ensuite, il l'a récupérée, il l'a ramenée ici. Elle était dans un état qui faisait bien pitié. Elle était couverte de poussière, mais elle était encore en vie. Et quand on s'est installé dans cette maison ici, je l'ai bichonnée, je l'ai divisée, j'ai fait des boutures et tout ça. Et en fait, c'est cette même plante qui est accrochée sur la tringle ici et qui survit par je ne sais quel miracle également. Mais voilà, donc je pense que c'est des plantes à avoir chez soi. Si vous êtes nul, si vous n'avez pas la main verte, les potos, finalement, ça vit bien. Voilà. Donc je ne sais pas comment ont été vos jardins chez vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses qui ont particulièrement souffert et à l'inverse s'il y a des choses qui ont particulièrement résisté à ces fortes chaleurs et cette forte sécheresse. Ouais, bon, Marine, tout sec. Ouais, ça a pris cher, cramé chez Shell aussi. Ouais, bah chez nous aussi, j'avoue que ce qui a été le plus violent en fait visuellement, ça a été l'herbe. Parce que on est dans une région, l'Anjou, vous savez, c'est quand même particulièrement humide. C'est connu pour être un endroit où les potagers fonctionnent quand même plutôt bien parce que on a une bonne terre, on a beaucoup d'humidité dans le sol et ça permet que ça pousse bien et tout ça. Et quand on s'est installé ici il y a 2 ans déjà, bientôt, le temps passe tellement vite. L'été dernier, en tout cas, bon après, l'été dernier était tellement humide que c'est pas comparable. En fait, là, on a l'inverse de l'année dernière. Et l'année dernière, bah du coup, l'herbe était haute, elle était verte. Et là, cet été, on n'a pas eu besoin de tondre une seule fois. C'était jaune,
C'était brûlé, l'herbe était brûlée, choc visuel. Narbonne. Ouais, c'est ça, on se serait cru à Narbonne, c'est ça, c'était très très violent. Alors chez Marie, plutôt bonne saison dans le Pas-de-Calais, juste une journée où les tomates ont cramé. Oui, c'est vrai que dans le Nord, finalement, vous avez eu une météo plus clémente que les autres années, vu qu'il a fait beaucoup plus chaud, mais moins chaud quand même que d'autres régions qui ont plus souffert. Franchement, dans le sud, c'était là le pire. Je sais pas s'il y en a qui ont des jardins dans le sud de la France, là, ici, dans le chat, parce que pour nous raconter un petit peu comment c'était. Alors, chez Shell, pas de tonte. Je me demande s'il faut retourner en septembre avant l'hiver. Chez nous, je t'avoue qu'on se pose la question aussi. On a retondu un tout petit peu parce qu'on a un côté de la maison qu'on n'avait pas tondu du tout. Même juste avant l'été, on avait laissé très haut. Et c'est l'endroit qui a le plus supporté d'ailleurs l'été. Et là, on a tondu haut et je sais pas s'il y aura besoin de retondre avant l'hiver. On verra. On ne sait pas, effectivement. Hop, alors je regarde un petit peu. Oui, dès la première pluie, ça a reverdi. On a Marie, oh là là, non, attendez. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Rita? Oui, j'ai pas de jardin, j'ai le plaisir de m'informer, de vous suivre. Bah, Rita, oui, bienvenue dans ce live jardin, même si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va quand même papoter. Et rêver un petit peu pour ceux qui n'ont pas un petit bout de gazon à cultiver. Alors, chez Marie, on n'a pas de gazon, mais de l'herbe de prairie, donc cramé aussi, mais dès la première pluie, ça reverdit. En fait, c'est ça. Je pense qu'effectivement, on a un côté du jardin qui est beaucoup plus engazonné. Ici, c'est sûr qu'ils avaient semé du gazon, parce qu'on le voit, il y en a, et ça a mieux tenu, finalement, cet été. Et de ce côté du jardin, c'est de la prairie, et ça a brûlé en fait. Enfin, tout était cramé tout l'été et dès les premières pluies ça repart et bien évidemment c'est les herbes sauvages qu'on aime le moins qui repoussent le plus vite. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Alors Marine, c'est ça, c'est devenu de la paille dans le Jura. Pas besoin de tonte non plus. Les tomates étaient bien parties, mais depuis un mois elles sont devenues minus. Oui. Les tomates, on va en parler, je pense que ça fera une bonne partie du live parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur les tomates, mais c'était très particulier cette année aussi en fait. Alors ici on fera une dernière tonte en octobre pour faire propre avant l'hiver, mais c'est tout. Et je pense que de notre côté, je ne sais pas en fait. Peut-être que ce côté où c'est très haut, on va retondre un petit peu en octobre, mais de ce côté-là, à mon avis, on ne tondra pas parce que ça n'aura pas le temps d'atteindre une hauteur gênante en fait pour l'hiver, donc je pense pas. Moi, j'ai rien planté cette année, ça me désespère, mais je fais tout crever, j'aimerais pourtant. Mais non, ça n'existe pas de toute façon, la main verte ou pas la main verte, c'est juste, des fois on veut trop en faire et c'est là qu'on rate en fait. En arrosant trop, en mettant trop de graines, en remettant trop de terre par-dessus. C'est toujours le trop qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc essayons de moins en faire et ça fonctionnera mieux. Et donc pour ça, je t'invite Charlou à feuilleter ou alors à aller regarder un petit peu la chaîne du potager du paresseux qui donne bien toutes les clés pour apprendre à moins faire pour mieux faire. Et c'est vrai que parfois ça marche bien. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un peu plus de semi-direct pour certaines choses que je ne le faisais avant, notamment les salades, les choses comme ça. Et puis je trouve que c'est toujours moins fatigant de démarier et d'arracher des trucs plutôt que de repiquer. Voilà, quand t'as beaucoup de choses à faire, des fois c'est un petit peu long. Après, sauf pour les choses comme les haricots par exemple, ou les petits pois, que chez nous, ça se fait trop manger par les gastéropodes, donc on a tendance à les préparer à l'avance. Nous, à Toulouse Ultra sec, on vient juste de tondre la première fois depuis le printemps. Pour Camille, chez nous c'est ça, on a tondu pour la première fois depuis le printemps, c'était la semaine dernière et en Corse ça a été qu'une partie du jardin, donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment sec. En Corse c'est la catastrophe, oui Moglinette, c'est vrai que en Corse c'est extrêmement violent. Dans le Poitou, dur au mois d'août, mais ça a plutôt bien résisté avec un arrosage. Mais c'est fastidieux d'arroser, on aime quand même la pluie, c'est vrai. Je suis bien d'accord Milly, hein. Nous, c'est pareil, on est des fainéants de l'arrosage et on a relativement peu arrosé cette
cet été. Malgré les fortes chaleurs, toutes ces fortes sécheresses, on a très peu arrosé. Et finalement, le jardin ne s'en est pas si mal sorti, je trouve. Voilà, on va en parler juste après. Mais ça va. Première année de melons en abondance chez Milly. Et oui, et c'est vrai, chez nous aussi, les melons, mais je vais en parler aussi. Les melons, ça a très très bien marché. Je suis trop contente. Bon, chez Charlou, c'est pareil, dans le Poitou. Nous, c'était année de repos, on n'a strictement rien fait dans le jardin, juste ramasser les framboises chez Domiti. Ben oui, bah, vous avez raison. Hein. Après, les framboises, nous, ça n'a pas été une grande réussite cette année. Hein. Les fruits rouges ont beaucoup souffert de la sécheresse ici. Donc, je pense que l'année prochaine, je changerai des choses par rapport aux fruits rouges. Et vos fruitiers, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors attends. T'as vu comment je m'éparpille, hein? Oui, non, je m'éparpille, c'est pas grave. Bon, alors ce qu'on va faire... Quoi? Il y a une trame, j'ai une trame à côté, mais je regarde le chat et les questions, elles arrivent. Après, je suis en retard. Bon, je vais commencer. Quoi? Tu peux pas faire toutes les questions en même temps. Non, je sais. Mais je vais commencer par les fruitiers, parce que je sais pas si t'avais mis une question sur le sujet des fruitiers dans le... Oui? Ah oui, c'est vrai. Bon, les gars, on va commencer par les bilans de nos récoltes de cette année. Ok? Faisons les choses petit à petit. Hein. Alors, je prends ma feuille qui est très mal organisée, hein, d'ailleurs, parce que c'est un espèce de brouillon que j'utilisais pour d'autres choses. Mais si on peut dresser un bilan plus ou moins correct. Disons que au niveau des récoltes, le meilleur mois pour les courgettes chez nous, ça a été le mois de juin. C'est impressionnant. En juin, rien qu'en juin, je pense qu'on a dû ramasser facilement une 50aine de courgettes. En juillet, on a continué d'en ramasser. Ça a été un mois plutôt correct pour les courgettes aussi, en fait. Mais juin, c'était encore mieux. Juillet, on en a ramassé aussi beaucoup. Je pense qu'au total, on a dû facilement avoir pratiquement 100 courgettes de récoltées cette saison. Donc, je sais pas ce que ça fait au niveau poids, mais on les ramassait. C'était des tailles, des courgettes classiques, bon format, qui étaient très belles. Donc, l'année dernière, on avait eu pas mal de courgettes, mais cette année, ça a été clairement meilleur. Donc les courgettes, nous cette année, on les avait plantées. Si je dis pas de bêtises, je me demande si c'était pas fin avril. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais vu que dans les 15 jours qui suivaient, ils n'avaient pas prévu de température trop basse et tout ça. Donc je les avais plantées fin avril, la majorité. Il y en a d'autres que j'ai replantées, que j'ai plantées un petit peu plus tard. Mais le gros de mes plantations cette année, ça a été fin avril, pour à peu près tout. Et dans la serre, mi-avril. Voilà, c'était à peu près ça au niveau des timings. Les courgettes, on en a ramassé, mais vraiment, franchement, énormément. La première courgette, on l'a récoltée. Je vais vous dire quand est-ce qu'on l'a récoltée. Je crois que c'était le 3 juin, de ce que je vois. Ouais, peut-être le 3 juin. Enfin, début juin, en tout cas. J'ai pas noté le jour, en fait. Mais le 9 juin, on avait récolté aussi des courgettes. Et avant ça, donc c'était avant le 9 juin, on a commencé à ramasser nos premières courgettes. Et ce que j'avais fait de différent par rapport à l'année dernière pour les courgettes, et donc c'est ce que je ferai toujours maintenant, c'est que les courgettes, je les ai semées cette année. Il me semble que je les ai semées en mars, alors que l'année dernière, je les avais semées en avril. Ouais, c'est ça. Je les ai semées en mars. Enfin, je sais plus à quel moment du mois, hein. Mais sûr, je les ai semées en mars dans des petits godets, hein, les tout petits, hein, c'est des 7 par 7, je crois. Et dès que c'était un petit peu trop, enfin, dès que les racines sortent, en fait, je les ai rempotées. Et dès que les racines sont sorties, je les ai rempotées, et à chaque fois dans des pots plus grands. Et j'ai attendu que les plants soient à peu près de cette taille-là, pour les planter en pleine terre. J'ai attendu vraiment que ce soit gros. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour les courgettes, toutes nos plantations, en fait, cette année, au printemps, on a retiré
tout le paillage, absolument tout le paillage. Ça grouillait de limaces dessous, donc on a tout viré. On a mis des petits pièges à bière, deux fois, je crois, 2 ou 3 fois, histoire de bien nettoyer pour que les courgettes survivent et ça a très bien fonctionné. Donc on fera la même chose l'année prochaine. On va laisser le paillage tout l'hiver et puis arriver au printemps, je sais pas moi, genre 15 jours avant les premières plantations, on retire tout le paillage. On passe un bon coup de tondeuse autour des planches de culture pour que ce soit le plus court possible et que les limaces n'aient pas de quoi se cacher. Et comme ça, on fait propre en fait. On fait propre avant de pouvoir... Oui, et puis bien évidemment, comme dit Marine, les coups de ciseaux. Alors je suis désolée pour toi Camille que les courgettes n'aient pas fonctionné cette année. Chez nous, ça a été vraiment une année à courgettes. Enfin, avant la canicule, mais je vais y venir juste après. Et voilà, donc peut-être que tu pourras essayer les petites astuces que je donne maintenant. Après, au niveau des quantités de plants, il me semble qu'on en avait 8 ou 9 au total. Sur une même planche, alors j'ai fait de la monoculture sur une planche où j'ai mis quasiment que des courgettes. Il y avait aussi un petit peu d'autres trucs, mais c'était essentiellement des courgettes et ça a très bien fonctionné cette année. Mais vraiment. Après, si je peux vous donner une astuce au niveau de la production, il y a des variétés qui produisent plus que d'autres. Chez nous, cette année, on a planté 3 variétés. L'année dernière, j'en avais beaucoup plus de variétés. Ça n'a pas forcément été plus productif. J'ai remarqué donc cette année, j'ai planté des rayés, des courgettes rayées qui sont intitulées rayées non coureuses. C'est la seule variété qui a justement couru, donc je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Et ensuite, on a planté une variété F1 de courgettes, c'était Aurelia F1. Donc c'est un petit peu comme des Gold Rush en fait au niveau du gabarit. Sauf que c'est hyper méga productif, donc il m'en reste quelques graines. Si je peux, je pense qu'on en rachètera, parce que moi j'ai absolument rien contre les variétés F1. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas aller récupérer les graines pour les replanter l'année d'après. Mais par contre, ça produit énormément. Voilà. Et puis pour ce qui est des courgettes, je ne récupère pas les graines encore. Je trouve que c'est trop fastidieux. J'ai replanté des courgettes là cette année, plus tardivement. On va faire, je pense, espèce par espèce. Hein. Ce sera plus simple au niveau du bilan. Donc Camille, la canicule n'a pas aidé cette année. Vous avez quasiment rien eu, beaucoup de plants brûlés. Oui, après, ça a été très compliqué. Et je pense que ce qui nous a sauvés au niveau production cette année chez nous, c'est qu'on a planté plus tôt que beaucoup de gens. On a semé tôt. Et on a planté tôt. En avril, on avait tout planté quasiment, ce qui fait que les plants, ils avaient de l'avance. Et quand la canicule est arrivée, on avait déjà commencé à bien produire. J'ai planté plusieurs variétés de courgettes aussi. Celles qui ont le plus poussé, ce sont les jaunes toutes rondes. J'en ai encore en cours. Oh, des jaunes toutes rondes, faudrait peut-être que j'essaye ça. Si t'as le nom de la variété, si c'est pas une variété F1 ou même, peu importe, je veux bien que tu le partages, Marine. Les courgettes spaghetti pour Matitude. N'hésitez pas à partager effectivement si vous avez des variétés de courgettes qui ont été très productives, parce que l'avantage quand on a des courgettes, des plants, peu importe l'espèce, hein, mais comme là on va parler des courgettes d'abord, chaque chose en son temps, ne me dispersez pas. Si on plante des trucs qui sont productifs, ça permet de gagner de la place, parce que au lieu d'avoir 10 plants de courgettes, tu vas en mettre 5 et tu auras le même rendement sur une surface réduite. Je trouve que c'est plus avantageux. Donc au niveau des courgettes que j'ai plantées cette année, donc les rayées, ça a été, c'est des courgettes qui sont jolies, qui sont bonnes, mais chez moi, ça produit très peu par rapport aux autres, et vraiment 5 fois moins. 5 fois moins facile en fait. Ce qui a été très productif, alors oui, les courgettes rondes, comme dit Marie, très productif, moins pratique en cuisine, je trouve. Et moi, je trouve aussi, en fait. Donc, les courgettes rondes, si elles sont petites, ça doit être bien. Si c'est plutôt des grosses variétés, c'est moins pratique. L'année dernière, j'avais planté des rondes de Nice. C'était très productif, mais j'apprécie pas trop. Déjà, j'aime pas les cuisiner.
J'aime pas, je trouve que c'est pas facile à éplucher. Enfin, c'est long. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps en cuisine avec les courgettes rondes de Nice. Alors, je sais pas comment c'est pour les jaunes. Déjà, peut-être qu'il n'y a pas besoin de les éplucher. Mais les rondes de Nice, j'en ferai plus. J'en ferai plus. Je trouve pas ça. Le goût est pas fameux. Enfin, nous, on n'aime pas trop. Et puis, elles sont pas pratiques en cuisine, effectivement. Après, donc les Aurelia, comme je vous l'ai dit, c'est une variété F1, mais c'est très productif, elles sont très bonnes. La peau, on la mange sans problème. Elles sont même un peu croquantes. Vraiment, ça a été une grosse réussite ici. Hyper productif. Vraiment. La troisième variété qu'on a plantée cette année, ce sont les Black Beauty. Je vous l'écris? Non? Je vous l'écris, allez. Si vous avez envie je vais vous donner les 2 variétés qu'on a plantées. Hop, comme ça vous les avez si ça vous intéresse de mettre ça l'année prochaine. Donc ce sont les 2 variétés qui ont eu beaucoup de réussite chez nous. Donc la Black Beauty qui est une variété reproductible. Du coup, je vais récupérer les graines et je vais vous expliquer comment je compte m'y prendre. Parce que les croisements, les hybridations et tout ça, c'est très relou. Donc voilà, on est plusieurs à trouver que c'est pas pratique les courgettes rondes. Alors Marine plantait trop tard aussi, bah voilà, je pense que c'est ça en fait. Donc l'année prochaine, il faudra vraiment surveiller la météo encore une fois et regarder. Bienvenue. J'ai pas vu, mais bienvenue. Du coup, ouais, franchement, regarder la météo à 15 jours, c'est pas toujours très fiable, mais quand même, ça peut donner une idée de vers où on se dirige. Est-ce que les températures ont tendance à remonter? Est-ce que ça a tendance à vraiment chuter, remonter? Dans ce cas-là, vaut mieux attendre un petit peu. Et puis sinon, bah voilà, n'hésitez pas à semer plus tôt, à les mettre dans des contenants plus gros et puis les préserver et les rentrer la nuit, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, c'est un conseil par rapport à l'année qu'on a eue, en tout cas. Mais il faut savoir que l'année qu'on a eue là, il y a de fortes probabilités pour qu'on n'ait pas la même année l'année prochaine. Voilà, donc est-ce que les conseils qu'on peut tirer, les leçons qu'on peut tirer de cette saison ne sont pas forcément valables l'année prochaine. Ça, c'est un petit peu relou, mais que voulez-vous, c'est comme ça. J'essaie de rattraper mon retard dans le chat concernant les courgettes. Il faudrait les cueillir très petites et farcies. Il n'y en a pas assez en même temps pour faire un plat pour tout le monde. Ben, c'est ça, comme dit Marie, le problème des courgettes rondes, c'est que pour que s'il y en ait suffisamment pour tout le monde, il faut attendre qu'elles grossissent bien. Et après, c'est encore plus relou en cuisine. Et puis les farcir et tout ça, moi, je trouve ça vraiment relou. Ben oui, mais c'est ça, Marine, tu les utilises pour faire des farces. Et c'est comme ça qu'on utilise les rondes. Mais parfois, c'est relou à faire si on n'a pas le temps. Mais de pas les éplucher, c'est sûr, hein, parce que c'est du temps de perdu. Mais moi, j'utilise pas beaucoup le four, en fait. C'est pour ça. J'ai pas l'habitude d'utiliser le four, donc à chaque fois que je me dis qu'il va falloir que je fasse un truc farci au four, j'ai l'impression qu'il faut que je m'y prenne des heures à l'avance, et bref, ça m'angoisse, parce que j'ai l'habitude de passer 20 minutes, 30 minutes max en cuisine pour le repas, et c'est pas assez pour faire des trucs farcis au four. Donc au niveau des courgettes, comme je vous ai dit, donc je vous ai partagé les variétés que nous, on a fait. Ça a très bien fonctionné. Tout juin, ça a été super. Juillet, c'était pas mal, jusqu'à la première canicule. Je crois même que j'ai noté donc dans mon petit cahier, c'est quand qu'on a eu le premier... Ah non, j'ai noté canicule tout juillet. Et la première semaine d'août, très chaud aussi. Ah ouais, non, en fait, ça a commencé dès juillet. Les très fortes chaleurs chez nous. Parce que mi-juillet, il faisait déjà très chaud. Donc je dirais que la première semaine de juillet, ça a été... Et puis après, en fait, bah, petit à petit, ça a commencé à être très chaud. Et donc, les courgettes ont petit à petit souffert de la sécheresse, de la canicule, trop de chaleur, pas assez d'eau. Les feuilles étaient rabougries toute la journée. La plante s'est mise au repos parce qu'il faut savoir que quand il fait beaucoup trop chaud, les plantes se mettent en dormance, en fait, et arrêtent de pousser. Les fruits arrêtent de grossir. Les fleurs arrêtent de sortir. Voilà, et en fait, la plante se met en stand-by, ce qui fait que juillet, on a commencé à voir petit à petit une chute de la production de courgettes. En août,
On a très très peu ramassé de courgettes. Je vais regarder quand même ce que j'ai noté, mais il me semble qu'on en a franchement ramassé très peu. Ouais, on en a ramassé une ou deux par-ci par-là. C'était vraiment pas fou, quoi. Vraiment, vraiment pas fou pour le mois d'août. Et là, en septembre, ça recommence. Enfin, parce qu'il y a eu le retour des pluies et des températures beaucoup plus clémentes. Voilà. Bienvenue à toi, nouvel arrivant de, je ne sais pas, prédateur. Ah, salut prédateur pervers. Oui, mais bienvenue. Bienvenue prédateur pervers. Avec un pseudo comme ça, tu feras pas long feu ici. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que là, en août, on a perdu les courgettes, quoi. On a perdu une grosse production de courgettes. En août, j'essaie de regarder c'est quoi qui a le plus fonctionné en août. Parce que avec les fortes chaleurs, on voit bien en fait, l'année dernière par exemple, on a eu énormément de flotte tout l'été. Donc pas de tomates, peu de courgettes chez moi. C'était pas top. Il y en avait mais quand même assez peu. Et par contre, on a eu beaucoup de concombres. Et on a eu tout ce qui est choux, tout ce qui est les plantes à feuilles, ça a très très bien fonctionné. On a eu beaucoup de framboises l'année dernière. Voilà, enfin, il y a des plantes qui ont beaucoup aimé le climat de l'été dernier. Et cette année, c'est l'inverse. Cette année, on a eu beaucoup de tomates ici, on a eu beaucoup de courgettes, on a eu très peu de courges, on a eu très peu de concombres. On a eu beaucoup de melons. L'année dernière, on n'en a pas eu du tout. Donc vraiment, ça s'est inversé. Ça n'a pas été une si mauvaise saison, du coup. Et comme l'année dernière, on n'a pas été une si mauvaise saison, c'est juste que ça dépend de quels légumes on parle. Donc, je vais quand même vite fait passer sur les courges avant de passer aux tomates. Pour vous dire qu'au niveau des courges, voilà, vous aussi, 0 concombre, les framboises arrivent juste. Ouais, c'est un petit peu partout pareil, hein. Clairement, les concombres, ça aime la fraîcheur, en fait. Enfin, il faut de la chaleur, mais pas trop. Voilà, le concombre, c'est un petit peu compliqué, parce que l'année dernière, je me souviens qu'on en a eu plein des concombres. On en avait eu plein alors que j'en avais pas semé beaucoup, j'en avais pas planté beaucoup, parce que ça s'était bien fait tuer par les limaces. Cette année, ça a vraiment été compliqué. Ah si, niveau production, il y a un truc que je vous ai pas dit. Les concombres, ça a été un échec complet. On commence seulement à récolter parce que j'en ai ressemé plus tard en saison des concombres. Et par contre, les cornichons, on en a récolté un tas. Tout le mois de... Ça a commencé quand les cornichons, je regarde. Ça a commencé en juin. Ouais, j'ai commencé le 19 juin à ramasser des cornichons. Et puis ça a duré tout le mois de juin et tout le mois de juillet, en fait. Après, en août, ils sont morts. Les plants sont morts. Ça, c'est la canicule les a tués. Attendez, je note ce que vous me dites parce que les noms de variétés, moi, ça m'intéresse toujours. Je suis toujours à la recherche. Alors, donc c'est les courgettes jaune ronde. Est-ce qu'elles ont très bon goût? Parce qu'il faut que ça ait très bon goût. Hein. Floridor F1. Ok. Oh! Voilà. Et effectivement, les concombres, ils aiment aussi l'eau. Mais ils aiment aussi un peu de fraîcheur. Ils aiment bien avoir une situation mi-ombragée. Quand c'est plein soleil, c'est très très dur pour les concombres. Enfin, en tout cas, chez moi. Peut-être que le soleil tape plus dur qu'ailleurs. Enfin, que dans d'autres endroits, en tout cas. Mais le concombre, ouais, là, la canicule, la sécheresse, c'était très compliqué pour les concombres. J'allais vous dire, oh merci Margot, j'ai entendu le bruit, j'ai pas percuté sur ce que c'était. Merci Margot07 pour ton 17e mois d'abonnement, merci beaucoup. N'attendez pas que les courgettes soient trop grosses, vous y perdriez en goût, en productivité. Ah oui. Ah mais ça c'est pour toutes les courgettes. Hein. Franchement, plus elles sont grosses, déjà plus elles ont des pépins dedans qui sont vraiment pas agréables, plus elles peuvent devenir amères. Moins c'est pratique à cuisiner parce que quand c'est énorme une courgette, quand tu la tiens pour cuisiner et tout, c'est pas super pratique.
elles sont clairement meilleures et fondantes quand elles sont jeunes. C'est vraiment là qu'elles sont meilleures. Et plus tu les récoltes jeunes, plus tu stimules la production parce que la plante va vouloir refaire des fruits pour espérer faire des graines et se reproduire ensuite. Aurais-tu ta recette de cornichons? Écoute, je t'avoue que je ne l'ai pas sous la main. Ma recette vient du livre... Non, ça ne vient pas d'un livre. Ma recette vient d'internet en fait. Je vais regarder. Les spams n'arrêtent pas de m'appeler, c'est pas possible. Tu tapes cornichon aigre doux et tu prends la première recette qui est bien notée et c'est celle que je fais. Franchement, et puis après je la modifie en fonction de ce que j'ai envie d'y mettre. Mais moi je les aime aigre doux, donc je prends des cornichons, des gros cornichons. Je cultive pas les petits cornichons de Paris. Attends, je me remonte un peu. Oula, non, c'est la caméra que je dois monter. Mais qu'est-ce que je suis nulle. Non, comment faire? Ah, voilà, attendez. Je vais me rehausser un peu. Voilà. Non, ça ne va pas non plus. Ah, c'est très, très relou. Voilà. Oh, vous voyez mon petit cheveu blanc qui brille? Ah non, c'était pas un cheveu blanc. Du coup, les cornichons, je les aime aigre doux. C'est pour ça que j'aime bien rajouter du sucre dans mon bocal quand je fais... Enfin, c'est pas dans le bocal d'ailleurs, c'est dans le vinaigre. Enfin bref, vous regardez, il y a plein de recettes qui sont très très bien. Mais j'utilise les gros cornichons. Je les cultive pour que ce soit les gros cornichons aigre doux, hein, parce que c'est comme ça que je les aime le plus. Mon père a le chic de me refourguer toutes ces énormes courgettes amères et coriaces. C'est trop sauvage, quoi. Ouais, non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Après, oui, comme dit Marine, les cornichons, on peut les laisser grossir pour les manger en salade, mais j'ai toujours tendance à trouver cette petite amertume désagréable, même si je les fais dégorger dans le sel et tout, je trouve qu'il y a toujours un petit reste d'amertume, et j'ai du mal avec ça, et mes enfants et mon mari, c'est pire, voilà. J'ai remarqué qu'il vaut mieux les cuisiner dès la récolte, si on les stocke, les graines grossissent, la peau s'épaissit, c'est moins bon. Oui, les courgettes, c'est un truc qu'il faut pas laisser dormir dans le frigo, hein. Faut les cuisiner très très vite. Franchement, au frigo, ça reste, 3 jours, 4 jours max. Hein. Après, il faut les cuisiner, hein, sinon ça va plus du tout. Mais je voulais rajouter quelque chose concernant les courgettes. Je compte récupérer les graines de mes courgettes Black Beauty. Parce que c'est une variété qui a très bien fonctionné chez moi. Là, ça s'est bien comporté dans mon jardin. Et donc, ce que je vais faire, comme je déteste... perdre du temps et devoir repérer fleurs mâles, fleurs femelles, les attacher pour ensuite faire la fécondation, les refermer pour pas que les abeilles rentrent, etc. Enfin, c'est tout un cinéma. J'ai pas le temps de faire ça. Du coup, ce que je compte faire, c'est que là, j'ai ressemé des courgettes. Je regarde si je me suis noté la date où j'ai fait ça. Non, je l'ai pas noté. Zut alors. Oh mince. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait du coup. Mais je crois que ça devait être en août. En août, je crois. Hein. En août, il me semble, début août, que j'ai ressemé des courgettes. Et je les ai plantées dans la serre fin août. Voilà, ça devait être quelque chose comme ça. Il me semble. Hein. 15 jours après, je les ai plantées dans la serre. Donc j'ai des Black Beauty, des courgettes Black Beauty qui sont en train de grossir dans la serre. Et vu qu'il ne restera plus que cette variété-là, eh bien, il n'y aura pas d'hybridation et je pourrai les récupérer les graines et les replanter l'année prochaine. Et ça, ce sera franchement super chouette. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Ne faites pas attention à moi. Tu veux bannir le pervers qui est là? Ouais, vite fait. Mais il est plus là, il est parti. Voilà, il a compris que je l'avais vu. Salut à tous, ciao. Mais donc voilà mon idée pour les courgettes, et c'est aussi une manière d'essayer de faire perdurer de prolonger la récolte. J'en ai planté, j'en ai ressemé mi-saison, que j'ai planté fin de saison dans la serre pour espérer en récolter un petit peu plus tard qu'à l'extérieur. Donc on verra bien. Hein. Je peux pas vous dire tout de suite si ça va fonctionner.
En tout cas, des courgettes sont en train de grossir également dans la serre. Et les plants sont dans la serre, les plants de courgettes que je viens de planter sont vraiment magnifiques. Voilà. D'ailleurs, ceux qui étaient dehors, enfin ceux qui sont dehors et qui ont énormément souffert de la canicule cet été, sont en train de repartir. Donc on a des courgettes qui reviennent là pour septembre, donc c'est très chouette. Pour les concombres, j'ai fait la même chose. Ça a été une catastrophe cet été. Donc en août, j'ai ressemé des concombres. Il y en a un que j'ai planté à l'extérieur et il y en a quelques-uns que j'ai plantés dans la serre. Et à l'extérieur, on a déjà ramassé dessus 3 concombres énormes qui étaient délicieux. Variété Market More, je crois, il me semble. Ou alors, oui, c'est ça. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Enfin, en tout cas, au niveau des courges, ça a été un fiasco. Dites-moi, si vous, les courges, ça a été. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau cucurbitacé voilà, dites-moi. Chez nous, les courges, en fait, ça a été très très bizarre et ça a été très triste parce qu'en fait, en juin, c'était magnifique. On avait des plants de courges magnifiques avec plein de courges en formation. C'était très très beau à voir. Et en juillet, ça a commencé à bien grossir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? La canicule est arrivée, la sécheresse avec, et tous les plants sont morts. Ça a été catastrophique. Du coup, on a été obligé de récolter les courges, je crois que c'était en août. En août, on a récolté toutes les courges. J'ai pas fait le bilan de combien de kilos on a ramassé. Il y en avait quand même pas mal, hein, mais je veux dire, il y avait vraiment beaucoup de plants, donc j'espérais ramasser facilement 3-4 fois plus, quoi. Hein. Et finalement, voilà, on va devoir se contenter de ça. Les plants sont morts en août. Il y en a certains qui sont en train de revivre un petit peu. Je vois qu'il y a des petites courges sur certains plants qui recommencent à naître, sauf que c'est trop tard. Donc voilà, c'est triste. Ok, ça a été catastrophique chez vous aussi. Chez Milly, minuscule et les plants sont en train de mourir. Bon voilà. Chez Marie, plants mangés par les limaces, ressemis, brûlés par le soleil. Ouais, non, mais c'est catastrophique cette année. Catastrophique. Et j'ai trouvé que... Alors, est-ce que c'est parce qu'elle sentait le truc venir? Je ne sais pas. Mais au printemps, je trouve que les limaces ont été très présentes. Elles étaient en grand nombre. Elles étaient en grand nombre et du coup, voilà, on a beaucoup de semis qui ont été mangés par les limaces. Et ensuite, brûlé par le soleil. Non, mais c'est triste. C'est trop triste comment ça s'est passé cette année pour certains trucs. Enfin, voilà. Du coup, c'est vrai qu'à cause du trop plein de chaleur, on a perdu, je pense, facilement les 3/4 de la production de courges qui aurait été prévue. Les concombres, pareil. Et d'ailleurs, les concombres ont été mangés aussi, hein, moi, par les limaces en début de saison. Donc l'année prochaine, il faudra que je les protège plus longtemps et que je les plante plus tard. Voilà. Dès que vous voyez que les trucs sont mangés par les limaces, il faut vous dire l'année prochaine, laissez-les grandir un peu plus avant de les planter. Et puis, pourquoi j'ai ça, moi? C'est pas ça que je voulais prendre. Hop. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer aux tomates. Alors, les tomates... j'ai noté que... Ah oui. Alors, pareil. Au niveau des tomates, j'ai fait mes semis de tomates en fin février, je crois. Est-ce que je l'ai noté, ça? Regarde si je l'ai noté. Parce que ça se peut que je l'ai pas noté, hein, vu que je suis un peu nulle. Non, si, je l'ai noté. J'ai commencé... Alors, j'ai noté mois de février assez doux, mais beaucoup de vent fort et très peu de soleil. J'ai fait mes semis de tomates et piments. Ensuite, le 3 mars, je suis repartie sur un semis de tomates. Et je crois que c'est ce semis-là qui a été le plus productif, effectivement. Donc l'année prochaine, je vais faire pareil. Début mars, j'ai semé mes tomates. Et je les ai plantées... je ne l'ai pas noté. Quand est-ce que je l'ai planté? Si? Non, je ne l'ai pas noté. Hein. C'est terrible, ça. Franchement... Je peux organiser. J'ai un journal
J'ai un journal de bord où je note ce que je fais, mais sauf que j'ai pas tout noté. Ce que j'ai noté pour cette saison, c'est que tout ce qui est aubergine, poivron, piment, ça a poussé extrêmement doucement parce que on a eu février-mars, il y avait très peu de soleil. Donc je sais pas chez vous comment c'était. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez noté, mais on a eu très peu de soleil en mars. Donc il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard, qui ont végété. Par contre, en avril, il a fait très beau, il a fait très doux et tout a bien poussé chez moi. Sauf les piments, poivrons, aubergines qui ont pris beaucoup de retard. Donc je les avais semés en février, en fait, tout ça, j'ai l'impression. Ah non, même pas, le 17 janvier. Le 17 janvier, j'ai semé poivrons, piments, aubergines. Ouais. Bah dis donc, j'ai été... Et j'ai fait une deuxième vague le 1er février pour poivrons, piments, aubergines, pour combler ceux qui ont été ratés. Et je pense que c'est ce que je ferai l'année prochaine également. Et au niveau des piments, poivrons, aubergines, d'ailleurs, j'ai eu des récoltes assez correctes. Voilà, je suis assez satisfaite, même si j'ai également perdu beaucoup de production, surtout pour ce qui est piments et poivrons. Poivrons encore plus à cause de la sécheresse. Oui, j'ai tout fait très tôt, hein. Après, Marie et tous les autres, si vous trouvez que j'ai semé très tôt, n'oubliez pas que j'ai de quoi les gérer dans l'attente de les mettre à l'extérieur. Je les ai semés tôt, mais je les ai pas plantés forcément tôt. Par contre, ils étaient grands. Ils étaient assez grands pour que je puisse ensuite les mettre en terre et qu'ils soient vite productifs et qui supportent les attaques de limaces. Au niveau de la levée et de ma façon de faire, alors je vais vous dire pour toutes les plantes gélives, donc là je parle vraiment piment, poivron, aubergine, tomate et toutes les courges, je sème soit en plaque alvéolée, soit en petits godets 7x7. Et ça, ensuite, je les mets dans l'obscurité, hein, ça n'a pas besoin de lumière pour lever, hein. Je les mets dans ma buanderie, parce que c'est une pièce qui peut être fermée, et surtout, c'est la pièce dans laquelle il y a la pompe à chaleur. Donc, il fait aux alentours de 22, 23... non, souvent plus, en fait. Ouais, il fait entre 20 et 25, en fait, dans la buanderie. Et c'est vrai que c'est idéal pour la levée de ces plantes-là. Dès que ça lève, hop, je les prends et je les bascule dans des vitrines qui sont là, dans la véranda. On les voit pas là parce qu'elles sont de ce côté ici derrière, donc vous les voyez pas, mais j'ai 2 grandes vitrines que je mets là contre la baie vitrée. Et ce qui fait que ça, avec les vitres, ça préserve plus de chaleur. Et il y a quand même pas mal de lumière qui rentre, donc parfois ça file un petit peu quand même, parce que le soleil ne rentre pas par 4 faces, mais à cet endroit-là, mais quand même ça permet que ça pousse assez bien. Et ce que je fais aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, je le sais. Et moi, ce que je fais, et je trouve que ça fonctionne très bien, donc je continuerai de faire comme ça et je vous le recommande, c'est que dès que vous avez du soleil dehors et des températures qui sont au-dessus de, je sais pas moi, enfin, qui approchent 10 degrés, quoi, n'hésitez pas à sortir vos plants au soleil pour qu'ils deviennent plus robustes. La tige va s'épaissir et le plant, il devient plus robuste tout simplement, et ça permet de les préparer à leur passage à l'extérieur. Ça évite que ça file de trop. Bref, je trouve que ça fait beaucoup de bien aux semis de se prendre un peu de fraîcheur extérieure quand il y a du soleil. Il faut juste faire attention qu'il ne fasse pas trop frais, hein, parce que bien sûr, en dessous de 5 degrés, ça va pas, hein, pour ces plantes-là. Donc voilà, je fais beaucoup de rentrées-sorties de mes semis. Je travaille à la maison, donc c'est vrai que ça me permet de faire ça. Si vous n'avez pas cette possibilité, voilà, vous fonctionnez différemment, et puis après chacun s'adapte à sa situation. Mais enfin, c'est vrai que ici, voilà, je peux faire ça, donc je le fais. Et j'ai aussi une serre qui me permet, assez tôt en saison, de pouvoir basculer les plants qui m'encombrent dans la maison. Je les mets dans la serre et ça continue de
de pousser tranquillement dans la serre. Généralement, quand il fait froid, je rajoute un voile par-dessus et ça a plutôt bien fonctionné. Donc au niveau des tomates, je les ai semées assez tôt, effectivement, et je les ai ensuite plantées en avril, début avril, je crois, dans la serre, et fin avril à l'extérieur. Ça a très 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 bien poussé. On a récolté les premières tomates. C'était quand que je regarde C'était en juillet, mais c'était quand? Première tomate. J'ai noté vraiment la vraie première récolte, 1,2 kg de tomates, ça a été le 10 juillet. Voilà. Et à partir de là, on en a ramassé on a 35 kilos, je crois, si j'ai bien... On a ramassé 35 kilos de tomates rien qu'en juillet, je crois. Oui, en juillet, 35 kilos de tomates. En août, ça a commencé à chuter. Ça a commencé à chuter en août, alors qu'on ramassait en moyenne 1,5 kg, 2 kg de tomates tous les jours. En août, c'est descendu. On ramassait entre 500 grammes et 1 kg tous les jours. Et puis après, j'ai arrêté de peser les tomates à partir de la dernière semaine d'août où vraiment on n'en ramassait plus du tout, quasiment. C'était vraiment quelques-unes par-ci par-là, ça a été catastrophique. Salut Mylendra, salut. Et finalement, là en septembre, ça repart. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé pour les tomates, un petit retour sur la saison. En fait, on a le mois de juin a été très très beau, ce qui fait que les tomates ont fait leurs fleurs, que les fleurs ont été fécondées. En juillet, ça a grossi, beaucoup de soleil, ça a mûri, on a récolté beaucoup en juillet. Ça, c'est pour la majeure partie de la France et la majeure partie des jardins, mais c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Ça dépend quand est-ce qu'on a semé, quand est-ce qu'on a planté, quelle taille avait le plant, etc. Mais chez moi, donc c'est comme ça que ça s'est passé, et je sais que chez beaucoup de jardiniers, ça s'est passé comme ça aussi. Le problème, c'est qu'en juillet, pendant qu'on récoltait des tomates bien mûres, on voyait bien que canicule, forte chaleur, et les fleurs de tomates du mois de juillet ont cramé, n'ont pas été fécondées, et du coup, ça a mis en péril la récolte de tomates du mois d'août, parce que les tomates n'ont pas pu naître finalement, et il y a eu donc très peu de tomates en août. Après, à partir d'août, fin août, je sais plus c'était quand, mais on a commencé à avoir le retour des pluies, et là, et la fraîcheur, et donc les fleurs de tomates sont revenues, ont cette fois été fécondées, du coup en septembre, on récolte. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. On verra maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau de l'humidité qui va revenir s'installer là petit à petit. Chez nous, c'est pas encore très humide, donc on n'a pas de mildiou encore. Nos plants de tomates n'ont pas été particulièrement malades. Le mildiou pas encore. J'ai l'impression que des fois il y a un peu de carence. Je sais qu'il y a des variétés qui sont plus sensibles au cul noir, et ça dépend des zones où on les a plantées. Là où certaines tomates, c'est surtout les andines cornues et les oranges bananas. Donc ce sont les tomates allongées en fait qui vont tendance à être plus sensibles au cul noir. Et chez nous, il y a 2 endroits précis du jardin où vraiment ça a été catastrophique pour ça. Alors qu'à d'autres, il n'y a pas eu de problème. Les green zebra aussi, qui sont assez sensibles au cul noir chez nous. Tout le reste, impeccable. Après, au niveau des variétés, je peux pas vous dire lesquelles ont été les plus productives, mais je pense que je vais garder presque toutes mes variétés parce que on a eu qui étaient très 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 bonnes. Peut-être que dans un prochain live, je vous parlerai un petit peu plus précisément des... Oh, c'est la pub, je l'ai pas vue. Désolée. Je suis désolée, j'avais complètement oublié la pub. Merci de me l'avoir fait donc remarquer. Je vous disais juste qu'au niveau des variétés de tomates, je vous en parlerai plus tard, au fil des années en fait, pour vous dire s'il y a des variétés que je vous recommande, ou en tout cas ce qui fonctionne le mieux chez moi. Alors une petite question de Aurélie Lou. J'ai récolté pas mal de piments mais ils sont extrêmement forts, je voudrais les mettre dans de l'huile pour l'aromatiser. Comment les conserver? Comment conserver cette huile? Alors moi je l'ai jamais fait, mais je sais que le piment se conserve très très longtemps
dans de l'huile, il n'y a aucun problème. Je le fais pas, mais par contre, mon père me fait des pâtes de piment, donc des piments écrasés dans de l'huile avec un peu d'ail, un petit peu de gingembre, du sel, voilà. Ça se conserve très très bien, donc n'hésite pas à regarder, à chercher des petites recettes sur internet. Et sinon, s'il y a un livre que je peux vous recommander vraiment, c'est la Bible Rustica de la conservation ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un livre qui est génial, je m'y réfère très très souvent. On a toutes les façons de conserver les différents produits alimentaires, et je trouve ça vraiment 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 top. Donc je vais quand même regarder un petit peu mes questions sur le chat, parce que là je suis en train de partir dans les tomates et tout ça, mais en tout cas voilà, cette année on a eu beaucoup de récoltes, beaucoup plus que l'année dernière, mais c'était pas les mêmes choses, donc c'était très drôle, voilà. Et au niveau des melons, on en a eu énormément, c'était très très inattendu et c'était trop génial. Comment avez-vous géré la chaleur et l'arrosage? Pas d'eau de la ville pour arroser du coup. Oui, alors un petit mot sur l'arrosage. On a très très peu arrosé. Je pense qu'on a dû... déjà, on n'a pas arrosé en juillet, je suis quasiment sûre. On a dû commencer à arroser en août. Enfin, si, en juillet, on a arrosé peut-être de temps en temps quelques arrosoirs, surtout dans la serre, parce que ça séchait un petit peu plus vite, mais c'était de l'eau de notre récupérateur d'eau. On a un récupérateur on a une cuve de 1000 litres, si je dis pas de bêtises. Et on a aussi des petites cuves... Ah mais non, je dis des bêtises. On a pompé l'eau de la mare en juillet. Oui, parce que comme il a fait très très chaud et tout ça, c'est en juillet qu'on a commencé à faire ça. On a pompé l'eau de la mare jusqu'à ce qu'elle soit à sec. Et elle a été à sec, pas que par nos arrosages, mais voilà, il a fait tellement chaud que l'eau s'évaporait d'un jour sur l'autre. On le voyait, c'était vraiment flagrant, donc on se disait tant qu'à ce que l'eau parte, on préfère qu'elle parte pour de l'arrosage plutôt que de l'évaporation. Donc on a utilisé l'eau de la mare. Ensuite, en août, nos cuves étaient vides, et je crois que c'est en août qu'on a commencé à arroser avec l'eau du secteur. Et on l'a fait très très peu, vraiment très très peu, voilà. Donc la fréquence, ça devait être une fois par semaine, je dirais, et c'était pas des très gros arrosages, voilà. Ça a été, je peux pas vous le doser, mais on l'a fait le moins possible en fait, vraiment le moins possible. Et au niveau de notre gestion de la chaleur, bah, ça a été ça en fait, ça a été des fois, on mettait un petit coup de jet, c'était surtout dans la serre, ça. On passait un petit coup de tuyau d'arrosage dans la serre, mais en hauteur, en fait, pour que ça goûte sur les plantes et que ça fasse comme une genre de petite clim naturelle. Et c'est arrivé certains jours où on le faisait 2 fois dans la journée, un petit coup comme ça pour rafraîchir dans la serre. On a placé une ombrière sur la serre aussi, ça a été vraiment primordial en fait. Ce qui fait que quand il faisait très très chaud, il faisait moins chaud au soleil, je parle. Hein. En plein soleil, il faisait moins chaud dans la serre qu'à l'extérieur de la serre, grâce à l'ombrière. Voilà, un petit peu comment on a géré ça. Et puis là, ça y est, c'est terminé, on n'arrose plus puisqu'il pleut. Donc, comme il pleut de temps en temps, on récupère l'eau de pluie à certains endroits de la maison, enfin de la toiture. Et ensuite, on vient mettre avec la pompe, on pompe l'eau des cuves et on arrose dans la serre. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les arbres fruitiers ne sont pas morts. Ne sont pas tous morts, on va dire. Dans un vlog, effectivement, vous disiez qu'il les avait arrosés une seule fois cet été, et c'est vrai. On avait fait un seul arrosage. Je me demande d'ailleurs, je crois que c'était avec l'eau de la mare, si je dis pas de bêtises. C'était pas avec l'eau du secteur, j'ai pas l'impression. Je ne crois pas, à vérifier, mais il me semble pas. Et ça a été très dur pour nos arbres, mais ils ont bien survécu. On a un kaki qui a failli mourir et un kaki qui est mort. Voilà. Merci Rita pour ce rappel, il est 11h, dans un quart d'heure, je commence à partir vers la fin du live. C'est très gentil Rita, merci. Et vous faites bien de me le dire, hein. À 15, faut qu'il y ait quelqu'un qui le redise, hein. Rita, je compte sur toi.
Donc voilà pour les arbres fruitiers, ça c'est fait, je supprime la question. Il y a bien eu une meilleure production dans la serre par rapport à l'extérieur, mais la serre ne chauffe pas trop avec cette canicule. Donc oui, comme je vous l'ai dit, avec la canicule, ça a chauffé dans la serre, mais en fait ça chauffait moins dans la serre qu'à l'extérieur, tout simplement parce que l'ombrière permettait de limiter le nombre en fait de rayons UV dans la serre, alors que quand on était en plein soleil, bon bah là c'était direct et il faisait bien plus chaud. Dans la serre, c'est monté au maximum à 47 ou 48 degrés. Et ça a été juste quelques jours, en fait, sur toute la saison. Donc ça va, on a vraiment réussi à gérer la chaleur dans la serre. C'est l'ombrière qui a vraiment fait toute la différence. Voilà. Est-ce que la production a été meilleure dans la serre? Oui, effectivement, dans la serre, on a eu une meilleure production de tomates. Bien qu'à l'extérieur, ça a rattrapé plus tard, en fait. Mais les plants de tomates se sont bien comportés dans la serre. Ils ont beaucoup plus supporté la chaleur qu'à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, les plants de tomates étaient en plein soleil. Ils ont vraiment pas aimé. On avait 2 plants de courges dans la serre qui ont beaucoup produit, alors que ceux qui étaient à l'extérieur ont peu produit et ont très vite grillé au soleil. Et puis après, par contre, les courgettes à l'extérieur, ça a très bien produit, alors que dans la serre, ça a fait davantage de la feuille. J'avais un plant de courgettes qui était dans la serre, beaucoup de feuilles, très peu de courgettes. Et à l'extérieur, au contraire, ça a été vraiment énormément de courgettes. Donc ça dépend donc des plantes finalement. Voilà pour cette question de la serre. Bon, les maladies, je vous l'ai dit, on a eu... j'avais parlé du retour du mildiou et en fait ce n'était pas le mildiou, c'est juste que les plantes de tomates avaient brûlé par le soleil et du coup ça s'est noirci, ça s'est nécrosé en fait dans les jours qu'on suivit, sauf que ça s'est nécrosé au moment où la pluie est revenue, donc j'ai dit dans un vlog que c'était le retour du mildiou, mais en fait non, c'était juste qu'ils ont cramé au soleil. Qu'est-ce que ça a donné ton plan diplômé finalement? J'aimerais bien voir. Bon je peux pas vous le montrer parce que il a été assez beau. Je l'ai mis dans la serre. Il était pas mal, mais en fait, comme Babou a pris la décision qu'on n'arrosait plus les fleurs, il n'a pas été arrosé et donc il a grillé. Par contre, il me semble que j'en ai un autre qui est en train de bien repartir, qui est dehors cette fois. Donc lui, il va falloir que je prenne. Je le filme comme ça, vous le verrez dans les lives, dans les vlogs. Tu changeras quoi pour l'année prochaine? Alors l'année prochaine, ce que je changerai, c'est que je vais chercher des variétés de melons et de pastèques précoces. Voilà, j'essaierai vraiment au niveau de ces plantes-là de chercher des variétés précoces pour en avoir plus tôt et plus longtemps dans la saison. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir un été aussi chaud l'année prochaine, on ne sait pas. Et il va falloir que je trouve une solution pour que mes tomates à l'extérieur soient légèrement ombragées à certains moments, donc je vais peut-être installer une ombrière. Pour les tomates à l'extérieur, pour les concombres aussi. Je pense que les concombres, je vais changer leur emplacement. Je pense que les concombres vont peut-être être aussi pas forcément en pleine terre. Ça fonctionne très bien dans des pots en fait, parce que là il y en a un que j'ai installé dans un djembé en fait qu'on a utilisé comme pot et j'ai fait de la culture en lasagne dedans parce que j'ai mis des mauvaises herbes, j'ai mis un peu de paille, un peu de foin, un peu de terre, un peu de ci, de ça et des épluchures de légumes machin et ça pousse de fou là-dedans. Ça a été impressionnant, c'est très productif, donc je referai ça l'année prochaine je pense. Avec d'autres contenants et voilà, des situations plus ou moins ombragées. Je pense que l'année prochaine, je planterai aussi des potimarrons parce que j'en ai pas fait cette année vraiment et voilà, donc l'année prochaine, je ferai ça. L'année prochaine, je vais complètement changer. J'ai une zone de culture où ce sera vraiment réservé à mes fruits rouges parce que c'est plus ombragé. Cette année, j'ai vraiment vu que les fruits rouges ne supportent pas le plein soleil. Voilà, ça a vraiment pas aimé. Donc, je vais leur trouver une situation mi-ombragée et ce sera mieux parce que j'ai une zone du jardin mi-ombragée. Je peux pas vraiment cultiver dedans de la plante potagère parce que ça se fait dévorer par les limaces et escargots. Ce sera donc
l'endroit des framboisiers et je pense que ce sera vraiment top. Et puis sinon, voilà, je pense pas changer autre chose. Ça me semble très bien, j'ai été très contente de ma saison. Voilà, un petit peu pour le bilan. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des choses que vous comptez faire différemment l'année prochaine, qu'on en tire un petit peu tous des leçons. Voilà. Et oui, Camille, le terme culture en lasagne, c'est un peu space. Hein. Mais bon, on comprend du coup, c'est des couches, quoi. Est-ce que tu fais des semis en ce moment pour l'automne-hiver? Donc je vais finir ce live tranquillement en vous parlant de l'automne-hiver. J'avais beaucoup de projets pour mes plantes d'automne-hiver et finalement j'ai dû tout revoir à la baisse parce que je vous avoue que la fin de l'été m'a un petit peu découragée. Il a fait tellement chaud en août. Alors normalement le potager d'hiver se commence en été, sauf que là l'été ayant été tellement chaud, c'est un coup à ce que les plantes soit ne germent pas. Les plantes d'hiver, soit ça ne germe pas, soit ça germe et ensuite très vite ça monte en fleurs alors que c'est beaucoup trop tôt. Donc du coup j'ai eu des brocolis qui sont montés en fleurs alors qu'ils étaient limite, ils avaient juste les cotylédons qui étaient sortis. Enfin voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu un espèce de petit découragement à la fin de l'été. Je sais pas si c'était simplement parce que j'étais fatiguée à la fin des vacances. Après, c'est vrai qu'on avait du monde à la maison, donc j'étais moins sur mon jardin. Bref, ça a été bizarre cette fin d'été et j'ai un peu levé le pied. Du coup, c'est seulement en septembre là que je me suis un peu prise en main et je me suis dit bon allez, là, faut commencer à faire des trucs. Donc j'ai semé dans la serre, j'ai commencé à semer de la roquette. De la laitue, donc au niveau laitue j'ai mis la Gojjon d'or je crois, j'ai semé du mesclun, j'ai semé des épinards, j'ai semé aussi cette fois en godet individuel des choux chinois, donc pak choi et tai sai, que je mettrai ensuite en pleine terre. Il faut que je rachète de la mâche pour semer de la mâche. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'avais semé en août, j'avais semé des scaroles. Donc différents types, de la rouge, de la frisée, de la géante, maraîchère, voilà. Et du coup, ça, je les ai plantés en pleine terre dans la serre. Voilà. Et effectivement, Marine, ça va manger de la salade cet hiver. On adore la verdure ici. Les enfants, Babou, moi, on aime beaucoup les salades, donc on en aura et ça va être très chouette. On adore la roquette, enfin bref, donc ça va être vraiment cool. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de noix noisettes vraiment cette année, donc on pourra pas les mettre dans les salades, mais c'est pas grave, il en reste de l'année dernière, donc ce sera très bien. Et sinon, il y a autre chose aussi qu'on va changer, c'est l'agencement de la serre. Parce qu'actuellement, on a 2 plates-bandes de culture et ensuite on a les allées sur les côtés et une allée au milieu. Cette année, c'était comme ça et en fait, on va changer. Au printemps prochain, on va faire 2 allées. Elles seront sur les... Comment vous expliquer ça? On aura une planche de culture au milieu et une planche de chaque côté contre la bâche. Et donc, on aura 2 allées. Voilà un petit peu comment ce sera fait. Et ça, on verra, je sais pas à quel moment on va commencer à préparer ça parce que le truc c'est que on va cultiver toute l'année dans la serre, donc c'est compliqué de réagencer les allées vu qu'il y a toujours quelque chose. Pardon, il y a toujours quelque chose qui est planté, donc c'est pas évident. Alors Babou il me dit mais surtout ne plante pas de trucs à tel endroit, comme ça après on pourra refaire les allées, sauf que pour l'instant, on a encore des tomates, donc on va pas les enlever. On a encore des concombres qui sont en train de pousser. On a des carottes qui poussent, parce qu'il y a des carottes aussi que j'avais semées plus tôt. C'était quand? C'était en juillet, je crois. Ou en août. C'est peut-être en août que j'avais semé des carottes. Et là, c'est en train de petit à petit de grossir. L'année prochaine, je cultiverai pas de betteraves. Cette année, je suis pas sûre de cultiver des radis. Peut-être que si, les enfants adorent ça, ma foi, donc pourquoi pas. C'est vrai que Babou et moi, on n'aime pas trop les radis, on n'est pas très radis.
Les navets, j'adore ça, mais j'ai l'impression que je suis la seule ici à aimer ça. Et puis c'est pas évident à cultiver, je trouve. Toutes les plantes, en fait, à racines, c'est pas top quoi, ici. Enfin, je galère. Les radis, c'est quand là, tu peux commencer à en semer en septembre, hein, des radis. Les radis, c'est septembre jusqu'à, je dirais, mars, hein, à peu près. Voilà, après ça dépend de ton climat, ça dépend de à quel point tu aimes bien arroser ou pas. Mais les radis, on peut... En fait, en vrai, on pourrait même semer les radis l'été, hein, si c'est dans une situation ombragée et humide, ça fonctionnerait. Après, s'il y a autre chose que je vais changer l'année prochaine, c'est que je vais utiliser ma serre tout le printemps pour de la culture, enfin avant la plantation des tomates, je vais planter dans la serre quasiment que des petits pois partout. Partout, parce que ça a été un gros succès. On a tous vraiment aimé les petits pois, mais il n'y en avait pas assez. Donc on va en planter plein, des petits pois. Et ensuite, plein de haricots verts. Dès qu'on va retirer le petit pois, plein de haricots verts. Parce que ça aussi, ça a été un gros succès. Mais on n'en a pas planté suffisamment. Y a quelque chose qui a très bien marché aussi, que j'essaierai de refaire l'année prochaine, c'est j'ai planté du maïs avec des haricots grimpants, donc la fameuse mille-pas, hein, sauf que j'ai pas mis de courge. À la place, j'ai mis des piments. Ça a très bien marché. Donc je pense que je referai cette association-là. Ça a bien marché. Et je vous ai pas parlé des maïs, mais les maïs, ça a été une catastrophe aussi, hein. Bon, bah, comme dans tous les champs, je sais pas si vous avez fait attention à ça autour de chez vous, hein, si vous avez des champs de maïs, mais ils ont été cramés cette année, hein, parce qu'il a fait beaucoup trop chaud et beaucoup trop sec. Le maïs arrive à pousser avec relativement peu d'eau, parce que je pense que c'est un enracinement qui est quand même assez profond et ça va chercher loin. Mais là, cette année, c'était trop. Même pour le maïs, c'était trop. Et ça a énormément souffert. Par contre, un peu plus tard, ça a bien fonctionné, on dirait. Donc, je les ai pas encore récoltés, on verra bien. J'ai fait un semis un peu plus tard de maïs et on dirait que c'est en train de grossir. Alors, Marine, moi, les petits pois, ça a tout séché. D'ailleurs, comment on sait quand on peut récolter les petits pois ? Quand ils sont bien gonflés. Il n'y a pas vraiment de moment précis, mais tu le vois en fait quand ça commence à être gonflé. Moi, je les récolte quand ça commence à être gonflé et que les cosses sont encore tendres. Parce que ici, nous, on mange les cosses de petits pois. Il faut savoir les éplucher. Ma maman m'a bien expliqué la technique. C'est pas très simple, mais on épluche en fait les cosses de petits pois et on les cuisine également et c'est vraiment mais excellent. Donc c'est pour ça qu'on les récolte relativement jeunes pour pouvoir aussi en profiter, sinon c'est tout sec, c'est tout... c'est pas terrible quoi. Donc voilà. Et effectivement c'est assez fastidieux. C'est pour ça que nous, cette année, ce qu'on a fait... Merci, Shell, pour le timing. Merci beaucoup. Oui, je vois. Je suis en train de dire au revoir petit à petit. Pour les petits pois, ce qu'on a fait... Mais du coup, on ne pourra pas le faire l'année prochaine parce que je vais en faire beaucoup plus. Donc, je ne sais pas. C'est qu'en fait, dès que je les récoltais, je mettais les petits pois dans une boîte au congèle. Et les cosses, hop, je les épluchais et je les mettais dans une autre boîte au congèle. Et dès qu'il y en avait suffisamment, hop, on sortait tout, on décongèle et on cuisinait. Et c'est très bon, hein, même si c'est congelé en fait. Hein. Si c'est toi qui l'as congelé, il n'a pas été ébouillanté au préalable, tu prends, tu mets au congèle et dès que la boîte elle est pleine, on y va. Parce que c'est vrai que les petits pois, t'en récoltes pas toujours suffisamment pour faire un repas. Donc c'est un peu relou. C'est pour ça que tu le fais au fur et à mesure, tu mets dès que tu en récoltes, tu fais ça et voilà. Et pour les haricots verts, c'est pareil d'ailleurs. On a fait exactement le même fonctionnement. Oh Cathy, t'as raté le rendez-vous, mince. Eh bien écoute, tu pourras regarder le replay. Ouais, et effectivement, il faut en planter beaucoup. Merci Rita pour le deuxième rappel. Première année que je teste les petits pois mange tout, les cosses sont charnues, juteuses, même quand les petits pois sont gros, je te recommande, c'est délicieux.
Ben oui, ben je crois que c'est ce que j'avais, hein, les petits pois mange-tout. Je sais pas, j'avais la variété Keveldon, je sais pas si c'est des mange-tout en fait. Les merveilles de Keveldon. Mais ils étaient très très bons. Et l'Écosse aussi. Donc voilà. J'ai des patates douces qu'on germait chez moi, je les ai mises dans un verre d'eau. J'ai des lianes énormes et je ne sais pas quoi en faire maintenant. Penses-tu que je puisse les mettre dans ma serre? C'est une excellente question. Je pense que le tubercule peut survivre. Les pousses, je suis pas certaine. À mon avis, à la moindre gelée dans la serre, ça va griller, quoi. Mais peut-être que le bulbe va tenir le coup et du coup pourra repousser dès le retour des chaleurs au printemps. De toute façon, t'as rien à perdre, hein. Ça a germé, autant les mettre en terre, hein. Voilà, tu vas pas les jeter, donc tente le coup. Après, tu peux peut-être essayer de mettre dans un pot noir dans ta serre. Dans ce cas-là, peut-être que ça va emmagasiner un petit peu plus de chaleur et peut-être que ça va vivre un peu plus longtemps. Moi, je dis, franchement, ça te coûte rien d'essayer. Les patates douces, moi, ça n'a pas été un grand succès parce qu'on les a pas arrosées. Encore une fois, c'était trop loin de mon potager, donc je les ai oubliées. C'était pas pratique. L'année prochaine, parmi les choses que je dois changer d'ailleurs, c'est les patates douces. Il faut que je trouve un endroit pratique. Et j'avoue que je ne sais pas où. Peut-être que Non. J'allais dire que je tenterais peut-être de les mettre au pied des tomates dans la serre, mais en fait, ça va trop bien pousser et ça va peut-être gêner mes tomates. Donc c'est peut-être pas une bonne idée, je ne sais pas. Quoique, je sais que Damien Descartes, lui, il y a eu une époque où il mettait des hippomées au milieu de ses tomates, et les hippomées étant donc de la même famille que les patates douces. Ça peut peut-être fonctionner, c'est peut-être une idée que je suis en train de vous lancer, là. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vais peut-être essayer ça, en fait. Je vais me le noter pour pas oublier. En fait, c'est peut-être une très bonne idée. Donc, tomates plus patates douces. Voilà. Et bien sûr, entre parenthèses, dans la serre. Voilà. Ça, c'est à essayer. Sauf si vous l'avez pas déjà fait, hein, peut-être. Dites-moi. Je suis comme toi, je fais plutôt au feeling et à l'expérience, nous dit Charlotte. Bah oui, clairement, mais il faut, hein. De toute façon, si vous faites ce que font les autres, vous risquez d'être déçus parce que ça marchera peut-être pas aussi bien chez vous. Donc, le mieux, c'est de faire ces expériences, hein. Vous faites, et puis il y a des choses qui marcheront bien chez vous, qui marcheront pas chez d'autres, et puis vice-versa, hein. Nous ici, on a tenté plein de trucs, hein, et il y a des choses qui fonctionnent très bien, comme par exemple, je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre des melons parmi mes tomates. Bah, ça a très très bien fonctionné dans la serre, il n'y a eu aucun problème. Voilà, donc d'ailleurs, l'année prochaine, je mettrai aussi des melons dans la serre. Donc je sais pas comment j'organiserai ça, mais bon, je verrai l'année prochaine. Je prévois pas grand-chose, moi. J'y vais, et puis on voit comment ça se comporte. Patates douces sur un coin de ma serre, pas encore de récolte. J'ai des lianes de folie, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. C'est vrai que des fois, c'est très touffu à l'extérieur, et en fait, en dessous, il y a rien. Moi, j'ai pas regardé au niveau des patates douces parce que la terre est tellement dure et tellement sèche que je ne peux pas gratter dessous. Mais vu comme c'est dur, à mon avis, c'est impossible que la patate elle se soit développée dessous. Donc bon, on verra bien. Voilà. En tout cas, j'espère que je vais quand même récolter quelques topinambours parce qu'on aime beaucoup ça. Donc on en récoltera au fur et à mesure de nos besoins en automne parce que ça, on en a. Les chouchous, catastrophe cette année. Voilà, ça a vraiment pas aimé le trop plein de chaleur. Donc, on verra bien aussi. J'ai des chouchous qui sont en train de se développer. Au pire, on les mangera, ils seront tout petits et c'est pas grave. Et puis voilà. En tout cas, la saison a été plutôt bonne, donc je suis très contente. Les topinambours sont pas encore en fleurs chez nous. Non, je sais pas chez vous, mais nous, pas encore. Je pense que ce sera pour octobre. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce live avec moi. C'était chouette. Et puis, on se retrouvera dans 15 jours pour un autre live avec moi où on va papoter. Cette fois, ce sera pas sur le jardin.
Peut-être que je vous glisserai 2-3 choses à ce sujet, parce que j'aurai peut-être des choses à dire à ce moment-là, mais ce sera un petit live blabla, je pense, sauf s'il y a un sujet précis que j'ai envie d'aborder avec vous, mais voilà, ce sera le petit papotage entre nous, tranquille, où on pourra parler de lecture, d'enfants, de femmes, de ce que vous avez envie. Voilà. En tout cas, merci encore d'avoir été aussi actif et pipelette avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne semaine. Bon appétit. Moi, ce midi, ce sera one pot pasta courgette et je ferai ça dans le robot. Ça va être très pratique, comme ça je pourrai jouer avec le petit pendant ce temps-là. Ça va cuire, mijoter dedans et ce sera très très chouette. Bonne semaine à vous, bon jardinage et on se revoit très très bientôt. Ciao ciao!